Mesdames et messieurs, je voudrais vous inviter à bien vouloir prendre place. Nous sommes sur le point de démarrer notre session. Tout d'abord, bonjour. De 300 à 3000. Alors, et si les champions africains de demain étaient des femmes en Afrique? Mesdames et messieurs, bienvenue à ce panel de discussion sur un sujet d'une importance majeure pour l'avenir de notre continent. Et je suis Deborah Mutunde et je suis une femme congolaise fière de l'être. Et c'est pour moi un grand honneur d'aborder avec vous cette question qui attire un gros potentiel, notamment celui de la femme en Afrique et surtout du rôle qu'elle pourrait jouer pour pouvoir influencer l'avenir de notre continent. De 300 à 3000. Et si les champions africains de demain étaient des femmes? Alors, comme vous le savez tous, l'Afrique est, n'est-ce pas, le cœur des économies à forte croissance et les femmes sont dans le fauteuil du conducteur de cette croissance. Cependant, elles sont confrontées à de gros défis quand il en vient à l'accès au financement, à l'éducation et au marché. Et donc, dans ce panel, nous allons voir comment on pourrait habiliter et accompagner les femmes entrepreneurs et comment on pourrait bâtir une Afrique qui soit plus inclusive et plus prospère pour tous. Et je sais que vous êtes tous prêts à pouvoir démarrer cette discussion du panel. Mais avant d'aller en profondeur dans ce panel, je voudrais qu'on puisse recevoir sur la scène une femme qui est dotée de plus de 21 ans d'expérience en matière de finances. Et en ce jour, elle est à la tête d'un groupe de consommateurs au niveau de EcoBank et elle va partager avec nous ses avis sur le rôle important que les femmes doivent jouer dans la formation de l'avenir de l'Afrique. Recevez ici Madame Nana Araba. Directrice du groupe Banque de détail EcoBank. Merci Deborah. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers activistes du changement, alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, j'ai en souvenir les propos d'une écrivaine africaine bien célèbre. Elle dit que la culture ne fait pas les gens. La culture ne fait pas les personnes, mais ce sont les personnes qui font la culture. Si cela est vérifié, que toute l'humanité de la femme ne consiste pas en la culture, alors nous pouvons et nous devons en faire notre culture. Nous devons s'en approprier. Et cela reflète clairement la mission qui nous incombe aujourd'hui, notamment d'habiliter, d'accompagner et de célébrer la femme africaine. Et en effet, hier, nous avons célébré la femme africaine. Est-ce qu'on peut ovationner les femmes? En 2022, les femmes entrepreneurs ont impacté considérablement l'économie africaine en contribuant à mettre en place des entreprises de plus de 350 milliards de dollars. Et en plus, les États-Unis estiment que 70% des échanges transfrontaliers informels sont menés par les femmes opératrices économiques. Et cela nous invite, n'est-ce pas, à explorer cette question tout à fait fondée. Et si les champions africains de demain étaient des femmes? Et donc cette rencontre aujourd'hui vise à examiner en profondeur le sujet et surtout tracer les sillons dans lesquels les femmes peuvent s'exprimer
Et à ce jour, nous sommes confrontés à cette réalité perplexe où les femmes sont confrontées à des défis en matière d'éducation, de santé, de financement, de responsabilité domestique, la possibilité de participation dans le monde politique et encore plus le fait que les femmes soient employées de façon disproportionnée dans différents secteurs, notamment dans l'industrie, dans l'agriculture et dans le commerce informel, entraîne encore plus de vulnérabilité et de pauvreté, ainsi que aussi le chômage chez la femme, tel que démontré au cours de la période de la Covid. Et pourtant, les femmes ont des capacités en matière d'entrepreneuriat. Et les estimations montrent que 20% des femmes aujourd'hui sont à la tête des entreprises en Afrique, comparativement à 12% en Amérique et 5% en Europe. Malheureusement, les femmes africaines sont handicapées par le manque d'accès au financement, à l'information de commercialisation des produits et aussi des inégalités. Et donc, dans cette perspective visant à renforcer la croissance économique à travers des initiatives telles que l'accord sur la zone de libre-échange commercial en Afrique doit pouvoir permettre de s'intéresser à ces questions comme étant une urgence. Comment est-ce qu'on peut libérer le potentiel d'une personne si on n'est pas considéré comme étant des citoyens à part entière, en cherchant bien sûr à lever toutes ces barrières? On verra les femmes jouer pleinement leur rôle pour induire le développement de l'Afrique et surtout créer ces emplois qui sont tant recherchés en Afrique. Et je suis ravi de dire qu'au niveau de l'Ecobank, nous reconnaissons et nous soutenons les femmes entrepreneurs de sorte à leur permettre de déployer leur plein potentiel. Est-ce que je dois reprendre? Ah, merci. Non, ce n'est pas nécessaire. Donc, je suis ravi de préciser qu'au niveau des Ecobank, nous avons réalisé et reconnu. Et d'ailleurs, nous accompagnons activement les femmes entrepreneurs à atteindre leur plein potentiel. On leur propose des programmes à l'échelon tels que Elevate, qui est un programme qui propose des solutions adaptées à la femme, ainsi que des accompagnements en matière de renforcement des capacités pour les femmes qui sont dans le monde des affaires. Et nous avons déjà fait de grands pas de géant en ce qui concerne les actions de promotion de l'égalité entre les genres à travers Ecobank. Et récemment, nous avons mis en place un conseil qu'on appelle la direction de l'inclusion qui constitue aujourd'hui un espace qui intervient dans la francophonie pour soutenir les femmes dans les affaires. Et aujourd'hui, la population d'employés d'Ecobank en Afrique est constituée de 55% de femmes et 45% d'hommes. Cependant, il faut reconnaître qu'il y a encore du pain sur la planche et la nécessité de replier nos manches pour que les femmes puissent trouver pleinement leur place. Et Ecobank, comparativement à d'autres acteurs, essaie de travailler d'arrache-pied pour pouvoir s'attaquer à la question de l'égalité des genres. Mesdames et messieurs, l'Afrique a encore beaucoup à faire pour pouvoir assurer la parité du genre. Et si nous devons permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle dans la perspective d'impulser la prospérité en Afrique, cela sera une réalité. Et donc, ensemble, nous avons un rôle à jouer. Alors, joignons-nous les mains et surtout travaillons en faveur d'un avenir de l'Afrique où l'égalité du genre prospère dans tous les espaces à l'échelle du continent. Merci. Madame Nana Ecobank Group, elle comprend l'importance de l'égalité du genre. Merci infiniment pour vos propos assez profonds. Et Madame Nana, votre expertise et votre leadership au niveau d'Ecobank, c'est de boussole pour beaucoup. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, quelques-uns parmi nous, merci de nous accompagner. Je suis très heureuse de présenter la prochaine personne, une oratrice. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est une femme. Elle est une leader en matière d'autonomisation des femmes sur le marché. Et
Elle est responsable d'une entreprise dans ce sens. Et également, au niveau de l'initiative des femmes, elle soutient la diversité du genre en Afrique. Alors, je voudrais que vous suiviez un télétox sur la parité, l'égalité du genre. Je voudrais appeler Mme Zineb Squali, directrice générale et partenaire à BCG. C'est juste à partir. Merci à vous, Deborah. Bonjour à tous. Merci d'être ici pour notre session. Merci de m'avoir convié pour échanger sur ce sujet que voici. Alors, il s'agit d'un exercice pour la rencontre des différents PDG aujourd'hui, mais comme je le vois avec les panélistes, c'est une opportunité de croissance pour nos économies et entreprises africaines. Le sujet, c'est la diversité du genre, et comme Nana l'a précisé dès l'entame, ce sujet a toujours été d'un intérêt considérable pour PCG. Nous avons nos clients du secteur privé, public et privé, qui génèrent des valeurs pour les citoyens. Et pour le privé, c'est la marge, le revenu, également le partage de tous les revenus. Pour les clients, on parle de PIB, le public, emploi et autres. Pourquoi je parle de tout cela? En fait, c'est essentiel pour amorcer nos échanges. Nous encourageons nos clients dans le sens de la diversité des genres. Je suis ici pour parler de la diversité du genre. Et ce n'est pas du point de vue moral. En fait, il s'agit en termes de valeurs d'affaires. Et c'est sur ce point surtout. Selon les recherches, le temps, et pour les économies, les sociétés, les investissements, les communautés, l'autonomisation des femmes n'est pas la bonne chose à faire. En fait, c'est la chose la plus intelligente qu'il fasse faire. Quelques chiffres. Selon la Banque mondiale, si on arrive à combler le fossé en matière de genre, les pays africains vont obtenir plus de 20% sur le PIB en moyenne. 20%. 5 fois la croissance, la projection en matière de croissance pour l'Afrique au cours de 10 ans. Selon une autre entité américaine qui a une direction qui est assez diverse, il y aura plus de 10% de croissance en termes de revenus au cours de 5 ans, selon l'initiative globale. Les femmes sont chargées de l'éducation de leurs enfants et cela peut s'améliorer. Il ne s'agit pas d'opposer les hommes et les femmes. Oui, je sais. La corrélation n'est pas la causalité, mais je suis sûr que nous conviendrons tous que le fait d'intégrer toutes les perspectives, notamment celles des femmes, cela représente un bien et cela permettra de tirer profit de 50% de plus de votre main-d'œuvre et c'est une opportunité. Et nous avons vu avec nos clients que la capacité d'intégrer les genres est de nature à donner une sorte d'élan supplémentaire aux entreprises. Et cela pendant un moment assez difficile, parce que nous savons que les moments sont vraiment difficiles et il faut essayer d'avoir un regard différent sur leurs affaires. Il faut innover et il faut penser autrement pour briser la routine et intégrer de nouvelles personnes, des personnes différentes. Et pour eux, il serait intéressant de transformer la culture de l'entreprise et également booster les capacités de changement. C'est pourquoi nous avons pris un exemple.
comment tirer profit de ce potentiel? À l'échelle mondiale, 47% des femmes sont actives contre 52% d'hommes. En Afrique, les chiffres sont différents, mais en fait, vous voyez, la moitié des femmes sur le continent ne travaillent pas. Mais au Maroc, mon pays d'origine, c'est autour de 20%. 10% des PDG sont des femmes. C'est pas assez parce que les femmes sont plus nombreuses. N'est-ce pas? Vrai ou faux? En Afrique, lorsque nous prenons les 500 meilleures entreprises, vous verrez qu'il y a simplement 6% de femmes. Et lorsque nous prenons l'entrepreneuriat, la diversité du genre est une exception. 3% seulement revient aux femmes. 7% en Afrique. C'est mieux, mais c'est 7%, sachant que en Afrique, il y a la part la plus élevée des femmes entrepreneurs à l'échelle mondiale. 25% des femmes sont des femmes entrepreneurs. Pourquoi sommes-nous confrontés à cette sous-représentation des femmes? Diverses raisons qui sont interreliées, assez complexes, et la réalité diffère d'un pays à un autre. Même l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne présentent des réalités différentes. Même au sein de l'Afrique subsaharienne, lorsque nous allons au Rwanda, les réalités sont différentes comparées au Nigeria. Mais il y a des tendances qui sont similaires. Lorsque nous observons de façon plus approfondie, de plus près, on peut dire que, en fait, ces blocs sont de trois natures différentes. La première chose, c'est la culture de l'entreprise. Mais en fait, la culture du pays dans lequel l'entreprise est installée. Selon les études les plus récentes, 50% des femmes au Maroc et en Égypte considèrent que si le père ou le mari a suffisamment d'argent pour s'occuper de la famille, alors la femme n'a pas besoin de travailler. 50%, 30% d'hommes et de femmes au Nigeria et en Éthiopie pensent qu'avec les mêmes qualifications, c'est normal que l'homme soit plus performant. Et cela aura un impact sur ce qui se passe à l'intérieur ou au sein de l'entreprise. Ce sont des biais inconscients, mais c'est ce que les hommes et les femmes pensent de façon sincère. Et également, lorsqu'il y a un manque de modèles dans l'entreprise et même au niveau de la société, cela va refléter toutes ces réalités culturelles. Le deuxième point porte sur les infrastructures. Le fait de prendre soin des enfants, également la sécurité et la sûreté au sein de l'entreprise et même en dehors, et au sein du pays dans lequel ils vivent. Le troisième point porte sur le processus, le recrutement, la formation, la promotion, qui soit neutre en termes de genre. Cela veut dire que nous ne prenons pas en compte dans ce cas de figure de la spécificité des femmes, des besoins des femmes. Nous recrutons, nous faisons la promotion, nous félicitons ceux qui nous ressemblent. Si les processus sont neutres, alors cela est aveugle du point de vue des gens parce que les besoins spécifiques des femmes ne sont pas intégrés dans ce genre de situation. Pour relever ces défis, l'entreprise doit élaborer une compréhension assez globale et totale de la situation du contexte. Il faut proposer une stratégie assez solide et il faut suivre les progrès qui ont été réalisés au sein de l'organisation. Pour y parvenir, il faut surmonter ces quelques mix que je vais partager avec vous. C'est la technique de notre côté, bien sûr. Malheureusement, cela semble figé. Et les mythes seront compris. Le premier mythe,
la diversité n'est pas liée et ne concerne pas les ressources humaines, mais c'est au niveau du PDG également, de la haute direction, parce que vous savez, il ne s'agit pas de moralité, mais il s'agit plutôt de valeurs. Lorsque c'est le cas, si la diversité dépendait, et si cela dépend de la haute direction, il y aura des changements positifs, ce qui n'est pas le cas. La possibilité, il s'agit du fait qu'il y ait des problèmes liés au genre. Deuxièmement, la diversité ne porte pas sur les actions à l'endroit des femmes, le mentorat, le coaching des femmes, s'occuper des femmes uniquement. Il s'agit des changements au niveau de la culture de l'entreprise. Si vous voulez tirer parti du pouvoir de la diversité, vous ne devez pas vous assurer que cela convient aux femmes, mais en réalité, tout le contexte dans son ensemble leur permet de se sentir incluse. Numéro 3, il ne s'agit pas d'un sujet qui porte sur le coaching des individus, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'analyse, une compréhension assez profonde de la situation, des nombres, de la représentation des femmes au sein de l'entreprise, dans les différents compartiments de l'entreprise. Cela va nécessiter des mesures, des expressions, des scénarios pour comprendre où nous en sommes et également identifier le moment de vérité, le moment où l'entreprise doit résoudre certaines difficultés et quantifier les indicateurs clés de performance. Et en fin de compte, la diversité ne concerne pas l'engagement externe. En fait, quelle est la légitimité de l'entreprise? En fait, c'est de travailler avec les entrepreneurs, mais il s'agit d'une représentation des femmes de 5 à 7% au sein de la haute direction. Mais sachez que le secteur privé en Afrique peut jouer un rôle majeur pour capter, pour faire partie de ce changement. S'il y a des consultants, et si les compétences sont là, des actions durables peuvent être menées sur le terrain. Il y a des initiatives et cela concerne l'identification des besoins et également le soutien de tous ces efforts. Et il y a eu M-Pesa à poser des actes majeurs dans ce champ d'action. La question de génération, Olam soutient les productrices dans des champs écoles. Coca-Cola apporte son appui pour les femmes entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Nous savons que EcoBank a également des initiatives, MTN et autres. Mais la réalité est ceci. Il faut appuyer les efforts, il faut que ce soit des efforts soutenus et la possibilité existe. C'est votre responsabilité à l'intérieur et à l'extérieur, faire en sorte que la réalité soit une réalité pour créer la valeur. Et je voudrais enjoindre tout le panel à œuvrer dans ce sens. Je vous remercie. Merci pour vos mots. Les chiffres, ça ne manque pas, comme on le dit. Mesdames et messieurs, les femmes ont la réponse. Merci infiniment à vous, Zina. Votre expérience sur la question du genre dans les marchés émergents nous ont permis d'avoir une compréhension assez poussée du potentiel qui réside dans les femmes en Afrique. Nous allons avancer. Je pense que nous amorçons bien les choses, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? C'est un bon départ. On peut acclamer pour nos deux premières oratrices. C'est le moment pour nos panélistes, les honorables oratrices. Je vais maintenant introduire nos panélistes. Ce sont des leaders dans les différents secteurs et elles ont fait des contributions assez importantes pour la croissance économique et le développement de notre continent.
et je sais que vous le connaissez. Voilà le sujet, de 300 à 3000. Et si les champions africains étaient désormais des femmes? Nous allons commencer. Et comme Mme Zinab l'a dit, les femmes sont essentielles en Afrique pour la croissance économique, mais les défis demeurent et ce sont des défis majeurs. Nous allons avancer sans toute autre forme de protocole. Il s'agit d'autonomiser les femmes entrepreneurs pour qu'elles deviennent des championnes. La première personne que je vais appeler, c'est la PDG de Bank of Kigali depuis 2016. Veuillez accueillir Diane. Veuillez vous installer. Diane Karosisi. Notre deuxième orateur, le seul homme de la Cour. Mais je pense qu'il est aussi brillant. Veuillez recevoir M. Jérémy Aouri, le PDG du groupe Ecobank. Encore une leader de femmes, Mme Mukwandi, PDG de Zenako, elle vient de la Zambie. À présent, notre présidente, Dr. Owen, présidente et PDG de Transport Corporation. Mesdames et messieurs, dernière mais pas la moindre, Mme Youssoufou, Aliko Dangote Foundation, PDG. Elle nous vient du Nigeria. On va les acclamer. Voilà, bonjour. Je veux croire que vous êtes ravis, très excités d'être ici, tout comme moi. Et moi, c'est un honneur pour moi de vous avoir sur ce panel ce matin. Alors donc, on aura devant nous 45 minutes pour aborder 3 points clés. Je sais que vous avez beaucoup à dire, sans le moins de doute, pas mal à échanger avec cette assistance, mais mes questions seront adressées à chacun d'entre vous. Cependant, si vous sentez le besoin d'ajouter un commentaire, un éclairci ou encore une anecdote, vous êtes les bienvenus à y procéder. Alors donc, je vais commencer par mon premier point qui porte sur le financement et surtout l'égalité en matière de financement, notamment des outils disponibles pour accompagner les entreprises qui sont dirigées par les femmes entrepreneurs. Alors, dans ce sens, je regarde en direction de Diane. Vous êtes à la tête d'une banque commerciale au Rwanda, votre pays. Est-ce que vous pourriez un peu nous faire part des outils, équipements qui sont disponibles pour combler ce fossé au fin de pouvoir habiliter et surtout aider les femmes entrepreneurs dans ce domaine. Merci infiniment de m'avoir invité sur ce panel et ce sont des échanges très, très enrichissants et vous le savez, le Rwanda est bien connu. Je pense que Zenab l'a précisé dans son intervention quant à son engagement vis-à-vis de la parité du genre, en termes d'habilitation des femmes, d'accompagnement aussi en matière de santé et de survie. Et donc, c'est un privilège pour moi de me retrouver dans cette position pour accompagner, n'est-ce pas, cette frange de la population. Et ça a été pour moi une passion depuis toujours. Et en toute chose, ce sont les statistiques qui sont les plus importantes. Près de 42% des entreprises au Rwanda sont dirigées par des femmes. Et cela montre clairement que les femmes sont engagées dans le domaine des affaires. Et pour nous, qui sommes dans le domaine des banques, c'est pas pour nous un impératif, mais c'est plutôt une décision intelligente de pouvoir promouvoir les femmes en matière d'enfants, parce qu'elles contribuent au PIB aussi
à la santé économique de nos pays. Donc ce que nous faisons au niveau interne de notre banque, dans notre portefeuille, nous essayons d'abord de mettre le focus sur les entreprises dirigées et détenues par les femmes. Donc il y a un portefeuille spécifique à cela. Et ensuite, on essaie de mettre encore le projecteur sur les détails pour ressortir les données selon lesquelles 14% de ces structures, n'est-ce pas, sont aussi orientées par des femmes. Et donc, quand on prend ces micro-segments, on a pris ce segment et on a engagé les discussions avec ces femmes. Et on a vu que ces produits que nous proposons ne sont pas seulement des produits qui doivent être financiers, mais cela est couplé de formations et des discussions aussi. Parce que nous voulons les habiliter et il faut comprendre ce qui est disponible pour eux et qu'elles doivent se montrer ambitieuses. Donc d'abord, il faut proposer le bon produit et en le faisant, on a réalisé que plusieurs d'entre ces femmes sont associées aux échanges transfrontaliers et donc on essaie de leur proposer plus de prêts et puis des produits de services également pour faciliter leurs opérations. Et aussi, on veut les sensibiliser et les orienter, notamment sur comment passer de 5 à 20 millions de dollars. Et je sais que c'est ça le sujet de ce CEO Conference, c'est-à-dire passer de 300 à 3000 champions africains. Donc, on essaie de les accompagner depuis le niveau de petites et moyennes entreprises aux entreprises pleinement effervescentes. Et nous pensons que ce faisant, on est parvenu à changer un peu le visage de notre pays. Et aujourd'hui, le ressenti que nous avons, c'est une fierté. Merci infiniment. Merci au Rwanda pour ce classement que vous occupez. 6e place en matière de parité du genre. Et pour nous, c'est un très bon exemple que nous devons, dont nous devons suivre et vous emboîter le pas aussi dans ce sens. Alors, vous avez parlé aussi de la nécessité d'adapter les produits pour les femmes entrepreneurs. Et aussi, quand on parle d'éducation, vous, au niveau des groupes EcoBank, vous avez récemment procédé au lancement du programme Elevate. Alors, je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez jugé important pour vous de tailler un programme, surtout à l'intention de la femme en particulier. Merci infiniment de m'avoir associé à ce panel. C'est pour moi une passion, ce sujet, et c'est d'ailleurs le cas pour plusieurs de mes collègues, tels que des personnes comme Nana et bien d'autres. Toutes ces raisons qui ont été évoquées par Nana fondent, bien sûr, notre action. Ce n'est pas d'abord une question d'ordre moral ou émotionnel, quoique on ait une vision assez ancrée de la chose. Mais il nous faut, n'est-ce pas, escalader cette montagne qui est devant ces femmes et aussi, bien sûr, démystifier ces mystères qui sont imposés aux femmes et qui découlent de certaines normes culturelles. Quand on prend les faits, par exemple, dans mon pays d'où je proviens, le Kenya, il faut voir que seulement 40% des biens sont possédés par les femmes. Vous voyez, et si vous n'avez pas de biens, de terrains, comment vous pourrez peut-être avoir accès à des emprunts et aussi peut-être sécuriser votre investissement. Vous voyez, prenant les choses de ce bout, on voit que la femme est défavorisée. Et donc, pour nous, au niveau de EcoBank, c'est une opportunité qui s'est offerte à nous. Et sur cette base, on a introduit un produit, l'ancien produit. C'était même avant ma venue. Et donc, je me suis dit qu'il était important de mettre cela à l'échelle. Et aujourd'hui, nous intervenons sur 35 marchés en Afrique. Et le défi pour nous, c'est comment habiliter et surtout inspirer, faire émerger des millions de femmes. Pas simplement des milliers, non. Et en le disant, je vois dans le regard de plusieurs femmes ici que nous faisons la bonne chose. Donc, Elevate s'intéresse surtout à ces aspects, et notamment sur le point financier. Et il y a encore d'autres aspects qui touchent à l'éducation et des procédés et même des réseaux où les femmes s'accompagnent, se soutiennent et comment ces femmes peuvent dénicher ces opportunités pour faire des affaires. Donc pour moi, ce qui est important à ce jour, c'est le simple fait d'avoir des discussions franches sur le sujet. Et ça permet d'éviter les biais et les gens essaient d'être politiquement corrects. Pour moi, si vous êtes politiquement correct, vous n'êtes pas en train de résoudre les problèmes. Les gens veulent se faire entendre.
parfois ils ne se sentent pas d'une certaine façon et on ne leur donne pas l'opportunité de s'exprimer. Et je me dis, jusqu'à ce que vous preniez le taureau par la corne, vous ne pourrez jamais résoudre les problèmes. Et donc, pour nous, il est temps de voir comment on pourrait apprendre davantage. Il y a un dépôt de près de 5 millions de dollars qui est disponible pour ce programme. Et nous avons déjà accordé plus de 2 millions de dollars de prêts à ce jour, mais nous voulons aller au-delà nous voulons aller même au milliard. Voilà, près de 42 milliards, si je me souviens, si je ne m'abuse, pour ce qu'on a pu arrêter jusqu'à ce jour. Donc, j'ai pour habitude de dire, commencez devant chez vous. Voilà, commencez devant chez vous et vous pouvez y arriver. Et les banques, d'ailleurs, sont intéressées. Déjà, on le voit sur ce panel, elles sont nombreuses. Et donc, le fossé est bien manifeste. Donc, je me dis que si on s'y prend bien, on pourra résorber le problème de bout en bout et d'un jour à l'autre. Merci. Alors, Jane, j'ai encore une autre question pour vous. S'agissant, bien sûr, toujours du programme Elevate, nous avons entendu des chiffres assez faramineux. Alors, est-ce que vous pensez que ce programme est jugé efficace pour vous en ce qui concerne les femmes entrepreneurs? Y a-t-il des success stories, des cas de succès que vous voudriez partager avec nous? Eh bien, oui, en effet, mais bon, c'est encore trop tôt pour s'enorgueillir, mais il faut dire qu'il y a des dépôts de près de 500 millions de dépôts qui ont été faits et des prêts importants ont été accordés, notamment aux femmes entrepreneurs. Par exemple, au Ghana, où une dame a mis en place une école de maternelle et elle avait besoin de financement. Et ce n'était pas seulement une maternelle, elle a aussi l'école primaire et même l'école secondaire qu'elle a aussi prise en compte. Aujourd'hui, elle emploie près de 100 personnes et 55 sont des femmes. Vous voyez? Donc, les femmes soutiennent les femmes et je pense pour moi que c'est à juste titre on doit d'ailleurs leur emboîter le pas. Vous savez, si les femmes ne le font pas, personne ne le fera pour eux. Parce que, vous savez, pour les hommes, pour moi, je me dis qu'il faut véritablement faire plus. Il faut accompagner. Et les exemples ne sont pas suffisants pour l'heure. Et donc, il faut faire retentir la cloche. Parce que, pour moi, les femmes y croient et cela est possible. Par exemple, les ressources, désolé de faire digression, mais si on compare aujourd'hui les hommes et les femmes en matière professionnelle, il ressort que les hommes sont plus décidés peut-être à prendre les défis. Je suis prêt à y aller, mais les femmes peuvent être parfois un peu dubitatives à ce jour, jusqu'à ce jour. Donc je me dis que c'est une donne qu'il faut changer. En tant que leader, on peut se dire qu'elles ne sont peut-être pas prêtes mentalement, mais on pourrait les accompagner. Et si ça tâtonne encore, on peut peut-être s'associer à eux pour voir ce qui ne marche pas, pour lever le goulot d'étranglement. Donc pour moi, le programme Elevate, sans vouloir faire des promesses ici, mais je crois qu'on peut y arriver. Il y a des hommes qui sont plus brillants que moi, qui sont même de pouvoir y parvenir. Donc, à cet effet, on aura besoin des hommes et des femmes. Voilà, et cela doit être piloté par des femmes éclairées, comme celles qu'on a ici sur ce panel. Et pour moi, la seule façon pour vous de me permettre à y arriver, c'est de me tenir responsable pour ce que je m'engage à faire. Si vous ne tenez pas responsable pour ce que je me suis engagé à faire, eh bien, je ne pourrais pas y arriver. Voilà. Donc, je me dis que si cela est fait, d'ici, on va dire dans un an, on reviendra encore avec beaucoup de cas de succès dans le cadre de ce programme. Open question for you. Une question ouverte à vous, les femmes. Que vous pensez? Quelles sont les barrières spécifiques auxquelles les femmes entrepreneurs sont confrontées et comment peuvent-elles les surmonter? Désolé d'avoir écorché mes propos. Comment les surmonter? La question est à qui veut la prendre? Je vais commencer parce que puisque pour respecter l'ordre que vous avez imposé, nous, à Zanaco, nous faisons une analyse de marché afin d'identifier les barrières et ce qui doit être fait à ce niveau. Il y a les consommateurs, les femmes sont là, les clients, et au niveau du personnel, la première chose, c'est qu'en fait, le premier point, ce n'est pas l'accès aux finances, mais à l'information.
nous initions des programmes d'alphabétisation financière et Zanaco est une institution financière zambienne pour ceux qui ne savent pas qui nous sommes. Mais nous allons revenir sur ça. Pour ceux qui veulent apprendre plus de nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'abord l'accès à l'information. Et alors, au fur et à mesure que nous engageons nos clients ou notre personnel, nous déployons une feuille de route avec une vision bien identifiée et également pour les entreprises en matière d'affaires, mais également l'accès au marché, l'accès à la chaîne d'approvisionnement. Et cela parce qu'il y a des réalités dans des différents clubs dans les affaires et il est difficile d'entrer dans ces clubs fermés si vous n'avez pas accès. Il y a des femmes en PDG. Elles sont susceptibles de travailler avec d'autres femmes PDG pour débloquer la situation. Jérémy, je ne suis pas en train de vous attaquer, mais en fait, c'est ce qui se passe à EcoBank est une bonne chose, mais en fait, il s'agit de diriger le programme. Nous ne sommes pas des victimes, il faut améliorer les choses et nous devons relever le défi, quelle que soit la situation. Alors, l'accès à la chaîne d'approvisionnement, l'accès aux différents marchés, et cela fonctionne bien, mais il y a des zones d'ombre où nous ne pouvons pas régler les problèmes. Les entreprises sont en croissance, il y en a plusieurs, et lorsque l'entreprise est sur le marché, il faut doubler chaque mois, et dans certaines zones, cela ne se passe pas comme nous voulons. Et nous essayons de surmonter ces difficultés. En outre, du point de vue des communautés en Zambie, nous avons 30% de représentation au Parlement pour les femmes. Et il y avait contre 15% auparavant. Donc, il y a le comportement. Il ne faut pas faire un pas en avant et un pas en arrière. Il faut continuer et rendre les choses durables pour pouvoir mesurer l'impact afin de passer de 300 à 3000. Merci infiniment à vous, Madame Mukwendi. Comme vous l'avez dit, les grandes entreprises peuvent avoir de grandes ambitions, de grands projets, mais il doit avoir des entreprises qui sont étatiques et c'est essentiel. La promotion de la diversité, engager le secteur privé et également le gouvernement et les ONG. Parlant d'ONG, Madame, vous êtes dans mon viseur, bien sûr. Madame Youssoufou, vous êtes leader à Aliko Dangote Foundation et vous faites la promotion de la diversité. Ma première question, c'est suscité par la curiosité. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans le monde des affaires et également servir votre pays? Merci infiniment. Cette question revient chaque fois. J'étais au groupe de la Banque mondiale, mais en fait, c'est le boulot que j'ai pu obtenir et toutes les informations que nous avons entendues de Zena à bord de la, concernent les réalités d'il y a 20 ans. Il y a eu des progrès notables. C'est pourquoi nous sommes en train de débattre de cette question. Il y a des femmes PDG à la tête des grandes banques sur le continent qui sont ici. Cela démontre des étapes, des pas qui ont été posés, des pas notables. Il n'y a pas de nouvelles informations concernant les préjugés, le fait que les femmes soient confrontées aux questions d'éducation, le manque d'accès aux soins de santé. Il y a beaucoup de réalités, beaucoup de niveaux d'intervention. Et nous savons que, en fait, le fossé est toujours là. Mais pour revenir à la question de savoir pourquoi je suis parti, en fait, j'avais une carrière, vraiment une brillante carrière à la SFI. Les gens se sont dit, mais pourquoi les banques ne mettent pas les femmes en avant? En fait, ce n'est pas un idéal.
Et nous étions les leaders au Nigeria et il y avait une responsable de l'IFC qui est venue en Afrique, qui a essayé de passer à l'échelle ce qui était fait il y a 20 ans. De l'institution à une organisation qui est dirigée par quelqu'un qui voudrait apporter du changement sur le continent. Je parle maintenant d'Aliko Dangote. Ici, la différence, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a les données, mais qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'organisation et également pour les gens qui servent dans une ONG et qui veulent aider les autres. Et c'est ce que je fais au quotidien. Ce que nous faisons dans notre fondation, il s'agit de la santé, l'éducation, l'autonomisation économique. Hier, nous avons parlé de l'autonomisation. Et quelqu'un a dit que les femmes n'ont pas besoin d'être autonomisées, mais elles doivent retrouver leur pouvoir. Parce que, en fait, il s'agit d'opportunités qui manquent. Il faut les créer. Comment les faire passer à un niveau supérieur, là où les gens se battent pour les questions d'accès à la santé, à l'éducation, opportunités. Lorsque vous passez à l'échelle, c'est là que l'impact se ressent. Si vous n'arrivez pas à impacter ces aspects, dans 20 ans, alors nous n'aurons pas atteint nos objectifs d'un nombre plus important de PDG, de femmes PDG à l'échelle continentale. C'est un processus sur le long temps. Un enfant naît aujourd'hui. Quels sont les pas que nous faisons? Et dès le départ, il faut penser aux perspectives qui seront différentes parce que, en fait, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que la mère a accès à de meilleures informations et cela va lui permettre d'avoir une meilleure éducation. Personne ne le fera à notre place. Nous devons passer à l'action, nous, en tant que femmes, en tant qu'Africains. Merci. Maintenant, une question pour vous, Madame Youssoufou. Avec votre expérience à la tête de la Fondation, je sais que vous avez lancé des initiatives assez nombreuses. Il s'agit d'encourager notamment l'engagement, l'encourager le secteur privé, pousser le gouvernement à s'intéresser aux questions de l'autonomisation et autres. Avec toutes les initiatives, quelles sont les leçons à tirer? Merci encore une fois. D'abord, concernant l'autonomisation économique, il y a eu 2 programmes. C'est mon préféré en termes de programme. Il s'agissait de savoir ce qui se passe sur le terrain. L'idée de Aliko Dangote, lorsque nous parlons de femmes, de pauvreté, qu'est-ce qu'on peut donner aux femmes? Par exemple, donnons-leur une subvention et essayons de voir ce qui va se passer. Et quels sont les résultats escomptés? Le programme ciblait des milliers de femmes pauvres qui sont dans les différents États du Nigeria. Nous avons des bureaux au Nigeria, bien sûr. Dans chaque État, nous avons des bureaux. Nous avons travaillé avec les différents États afin d'identifier les milliers de femmes pauvres dans chaque État. Ces femmes ont reçu des subventions, des prêts, selon là où elles sont et également la nature de leurs besoins. On leur a dit, vous menez des activités génératrices de revenus. Par exemple, il ne s'agit pas de PME et autres. En fait, ce sont des micro-activités génératrices de revenus. On vous donne ces subventions pour améliorer vos activités. Vous n'allez pas rembourser. Vous n'avez pas besoin de dire merci.
vous prenez cet argent et vous impactez vos activités. Mais la plupart, dans ce que nous avons fait, 85% des femmes ont pu faire quelque chose de positif avec leur argent. Et il y en a qui ont pu doubler, tripler, quadrupler leurs activités. Elles ont pu changer leur vie. C'est mon favori en termes de programme. Et il y a des lignes de crédit. Nous appuyons ces femmes. Et il y a des prêts à faible taux, bien sûr. Il y a eu également la cible concernant le genre, bien sûr, c'était les femmes. Mais il fallait identifier les activités des femmes. Voilà les deux programmes que nous avons initiés dans le cadre de des initiatives d'autonomisation. Il y a des données, des statistiques, mais il y a des faits. Alors, il faut pouvoir impacter. Très bien. Que le temps passe vite. Madame, je me tourne vers vous. Comment vous engagez le gouvernement et les ONG pour promouvoir la diversité et l'égalité du genre au sein de l'organisation et également dans le système des affaires de façon plus large? Bonjour, je vous remercie pour ce panel. Permettez-moi de féliciter toutes les femmes PDG. Est-ce qu'on peut les acclamer? C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas qui était dans le hall hier. Vous voyez, et c'était vraiment impressionnant. Et avec les informations, on s'est dit, la question de l'assistance technique. En fait, c'est comme cela que nous allons y parvenir pour les questions de diversité du genre. Il ne s'agit pas d'aller aux réunions pour prendre du café, du thé et autres. Comme Zénab l'a dit, c'est une affaire, une question d'affaires. En fait, il faut apprendre des cas, des exemples. Il y a la question de la diversité et les femmes sont vraiment spéciales. Nous allons parler des préjugés basés sur le genre. Lorsque j'échange avec les femmes, je leur dis en fait, tirez profit, tirez parti de ces préjugés à votre avantage. Lorsque vous jetez un regard autour de vous, vous verrez que presque nous tous, nous sommes assis de la même manière. Est-ce que vous voyez? Essayez de voir, essayez de bouger. Nous avons cette élégance naturelle dans tous les milieux dans lesquels nous intervenons. Je vais parler du Nigeria parce que, oui, je suis africaine, mais je ne peux pas parler toutes les voix de l'Afrique. La manière dont nous sommes élevés en tant que femmes. Mais vous voyez, il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur nous, bien sûr. Alors, nous sommes supposés d'être parfaits, mais souvent, nous sommes timides. Être vus, mais ne pas être entendus. Nous brillons, mais nous ne donnons pas de voix. Il y a des talents qui sont innés. Il faut mettre cela sur la table. Il y a des déceptions. Et ce que je voulais dire, c'est en fait, ne me nommez pas parce que je suis une femme. J'aurais souhaité que vous me choisissiez parce que j'ai un CV qui parle de lui-même. Pas parce que je suis une femme qui est toute belle, qui brille de mille feux. Mais sur la base de mon expérience, heureusement, avec la position de notre groupe, en fait, nous sommes leaders. Et je peux le dire avec ma structure. Nous avons le nombre le plus important de femmes PDG. Voyez le conseil d'administration,
la représentation des femmes est plus élevée. Et en fait, lorsque vous avez ce genre de plateforme, cela vous permet de dire, mais voilà, qui était la femme qui parlait. Et nous présentons les résultats. Genab, la liste des 24 entreprises concernant les échanges en Afrique. Vous savez qu'il y a eu une recherche faite par Africa.com et ce qu'ils ont, les résultats, c'est que les entreprises qui sont dirigées par les femmes en PDG sont plus brillantes que les entreprises qui sont dirigées par les hommes PDG au cours de l'année 2022. Voilà la réalité. Là où nous sommes, lorsque nous sommes engagés, nous essayons d'avoir des échanges. Nous leur montrons que lorsque investir dans une femme, lorsque nous pourrons créer l'opportunité, oui, vous savez, nous avons le pouvoir, mais nous ne faisons pas usage de ce pouvoir. En fait, nous sommes assis sur un pouvoir énorme. Et on peut faire beaucoup de choses, préparer, nettoyer, multitask. Vous voyez, c'était juste une digression. Alors, si vous pouvez utiliser cela de sorte que lorsqu'une décision est prise, alors cela pourra permettre de comprendre que, en fait, une entreprise qui a géré un conglomérat pendant la période de la COVID-19, une femme qui a travaillé au sein de notre équipe a permis à une entreprise de croître. Et il y a des cas qui sont assez parlants. Lorsque nous prenons ces engagements, le 28 mai, qui est ma date d'anniversaire, juste en passant. Et le gouvernement a félicité des personnes et décoré des personnes dans le pays. 3 femmes de notre groupe ont été honorées par le président pour le travail qui est fait pour le pays. Je vous remercie. Félicitations. Owen, Voilà, merci infiniment, Dr Owen. Malheureusement, le temps imparti est presque épuisé, donc je vais peut-être adresser ma dernière question au prochain panéliste et puis ensuite rapidement parcourir le troisième et dernier point, notamment comment est-ce qu'on pourrait atteindre cet objectif de 3000 champions. Les grandes entreprises, comment favoriser l'accès des femmes aux postes de direction? Madame O'Carandi, vous aviez une carrière de plus de 20 ans d'expérience dans le monde des banques et surtout dans le secteur financier. En plus d'avoir été reconnu comme étant la CEO de l'année en 2021, félicitations pour cela. Vous avez un très bon profil. Alors, on voudrait vous entendre sur cette question. Comment, selon vous, on pourrait créer un environnement qui soit propice à l'avancement des femmes en leur permettant de sortir, n'est-ce pas, des sentiers battus et avoir accès à des positions de haute responsabilité? Merci infiniment et je reconnais que nous n'avons pas suffisamment de temps, donc je vais me faire assez brève. Mais pour revenir à l'intervention de Zeynab quant à la raison d'être même de l'activité commerciale. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question émotionnelle, mais plutôt d'ordre analytique. Et pour nous, en tant que spécialistes des banques, c'est quelque chose qui parle d'elle-même. Alors, comment se présentent ces chiffres et comment parvenir à un niveau où on arrive à stimuler les bons résultats et surtout inculquer la bonne culture pour pouvoir parvenir à ces 3000 champions. Parce que c'est toute une question de stratégie. Voilà. Et la stratégie peut être cultivée également. Donc d'abord, il faut commencer par identifier ces domaines qui doivent être abordés, notamment la question de santé et la question de communauté dont on a fait référence tantôt, et ensuite l'action. Quel doit être le plan d'action et comment on peut se sentir redevable ou responsable vis-à-vis de ces actions, comme on l'a précisé tantôt. Voilà, donc je pense que ce sont là autant de choses que auxquelles nous devons tous nous attaquer pour faire la différence à compter de ce jour. Parce qu'il ne s'agit pas de nous-mêmes, mais pour la communauté, parce que c'est la chose indiquée qu'il faut faire et la chose la plus sensée qu'une entreprise puisse entreprendre de faire. Voilà, donc d'abord action, entreprise et surtout concrétisation de ce qui a été arrêté. Voilà, 5
action, entreprise et concrétisation. C'est très simple. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour vous, Madame Kwande. Est-ce que vous pourriez un peu nous éclairer un peu à la lumière de votre 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, pardon. Je sais que vous avez été forcé de surmonter certaines difficultés. Est-ce que vous avez quelques souvenirs que vous aimeriez peut-être partager avec nous, notamment les défis auxquels vous avez été confrontés vous-même à titre personnel? Merci à cet effet, je suis d'accord avec vous et que c'est sûr que plusieurs parmi nous ici sont capables d'identifier les défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien dans le milieu du travail en tant que femme. D'abord, c'est le manque de reconnaissance de la part des autres quant à une position dans laquelle on se trouve, pas simplement en tant que CEO, mais seulement en tant que acteur quelque part dans le monde des affaires, en étant femme. Alors, je me souviens, il y avait un tournoi que nous avons financé, voilà, un tournoi de golf, le plus grand de la région d'ailleurs, et on a travaillé d'arrache-pied pour en faire une réalité. Et je me souviens avoir prononcé un discours bien préparé pour pouvoir le communiquer. Et quand je suis arrivé, on a dit, mais écoutez, on attend plutôt le CEO pour pouvoir procéder à l'ouverture de cet événement. Et pourtant, c'était moi. Vous voyez, c'est le genre de choses auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Vous pouvez, quelqu'un vous voir de l'extérieur et dire, mais vous ne pouvez pas être celle qu'on attend ou cette personne qui doit être à tel poste. Ou ça peut être même nous-mêmes qui nous placions des barrières à cause de notre perception. Voilà, donc ce sont des barrières auxquelles il faut s'attaquer. C'est vrai, je ne ressens peut-être pas de l'extérieur à une CEO. J'ai dû lui trouver une raison, une excuse, en lui disant « Oh, désolé, mais vraiment, je me suis excusé, je suis la CEO en fait. » Vous voyez? Donc, je me dis ceci, le travail doit commencer par notre esprit, dans notre homme intérieur. Et une fois que c'est fait, on peut maintenant identifier ces croyances rédhibitoires qu'il faut aussi combattre pour pouvoir atteindre, de sorte à pouvoir croire en nos capacités et aptitudes. Merci, Madame Mekwandi. Docteur Owen, vous avez aussi partagé avec moi certains défis auxquels vous avez été aussi confrontés tout au long de votre parcours. Je sais que c'était nombreux, mais est-ce qu'il y a un défi particulier que vous aimeriez peut-être partager avec nous et comment vous êtes parvenu à surmonter cette situation? Ça, c'est une question assez ardue à la lumière de ce qu'on fait au quotidien. Juste pour l'info, voilà, j'ai été confronté à pas mal d'injures et puis d'offenses. Voilà, j'ai commencé en tant que CEO à l'âge de 30 ans. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas entendre, être à la tête d'une entreprise à cet âge-là. Mais je vais peut-être toucher quelques aspects. Voilà, j'étais dans le passé dans la banque, j'étais banquier, j'ai travaillé en tant que banquier et j'étais enceinte de mon premier enfant. Bon, ça n'a jamais été facile, hein, concilier travail et ça. Et vous voyez, c'était ma première fois, j'avais des maladies qui se déclaraient, je me sentais comme écrasé par un camion. Parfois, j'arrivais un peu fatigué, épuisé, et cela m'a amené à revoir, n'est-ce pas, mes actions. Et ensuite, j'ai été évalué par mon principal responsable. Et sur mon rapport, il a dit « Owen est très lente et très paresseuse ». En tout cas, j'aime bien ça. Quand vous avez dit « Jesus », vous avez dit « Mais dis donc, vous savez, vous ne pouvez pas m'accuser, n'est-ce pas, de cela, si vous me connaissez bien. » Et puis me donner une faute annotation, une mauvaise annotation. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis parti. Et la santé mentale, c'était pas à cette époque quelque chose de bien connu. Et bon, enfin, j'avais seulement 23 ans. Et j'ai su simplement que si je restais dans cet événement, je risquais de perdre ma vie. Pourquoi est-ce que je partage cet exemple? C'est parce que nous, en tant que femmes, nous nous retrouvons souvent dans un milieu de travail qui vous expose à des relations professionnelles toxiques. Et vous voyez, ce sont des choses qui sont bon nombre et qui sont monnaie courante dans leur lieu de travail. Et donc, j'ai dû partir et je suis ravi de l'avoir fait. Aujourd'hui, je me retrouve là où je suis. Je me souviens, quand je suis parti, les gens m'ont bien orienté quant
comment suivre ma grossesse et tout ça. En ce moment, j'étais très chétive, avec un ventre bien protubérant. Vous voyez? Pourquoi est-ce que je partage tout cela? C'est pour que nous puissions tous comprendre ces choses que nous traversons en tant que femmes. Et quand les femmes sont enceintes, parfois on les limite dans leur carrière. Ça peut arriver, mais, tout comme ne pas arriver, mais tout est fonction de la manière dont vous faites face et surtout vous attaquez à ces facteurs qui vous entourent. J'ai subi, par exemple, une des choses les plus douloureuses qui puisse arriver à quelqu'un, c'est perdre son enfant. Oui, je l'ai connu, surtout alors même que j'étais en plein dans le boulot. Et vous savez ce que j'ai fait de tous ces défis? Je me suis dit ceci. Écoute, Ewen, tu ne peux pas juste rester là, t'asseoir et te morfondre et fondre dans l'âme. Ça ne changera rien. Donc, il s'agit plutôt d'utiliser les positions auxquelles nous avons accès pour induire certains changements autour de nous. Voilà. Donc, on a parfois besoin de certaines crises pour y parvenir. Donc, chaque fois que vous allez être confronté aux crises, comme ce sera le cas d'ailleurs, c'est de chercher à voir comment on peut transformer cela de sorte à ce que la personne qui viendra à vous puisse en tirer parti pour être la meilleure possible. Par exemple, lorsque j'ai perdu mon enfant, à cette époque, il n'y avait pas de politique qui existait pour s'occuper de ce genre de choses. Mais grâce à ma situation, on a pu mettre en place cette politique. Parfois, on prie pour ne pas avoir à utiliser cela, mais vous voyez, ça a permis d'avoir une meilleure compréhension de ces défis dans le monde du travail. Donc, surtout, ne l'utilisez pas pour créer des problèmes, mais pour pouvoir induire des changements qui vont être avantageux aux personnes qui sont autour de vous. Merci infiniment, Dr. Owen. Notre temps imparti est pratiquement épuisé. Désolé, je ne pourrai pas aborder la toute dernière question. Donc, je vais peut-être donner l'opportunité à chacun d'utiliser 30 secondes pour nous dire un peu comment engager le secteur privé aux côtés du gouvernement. Comment mettre en place, n'est-ce pas, une bonne approche pour pouvoir mieux gérer l'entreprise, selon vous? La première des choses, comme j'ai dit, c'est la reconnaissance de ce qu'il y a à faire et le faire en structurant les choses et en les rendant mieux organisées. Et aussi avoir le réseau qu'il faut pour pouvoir accompagner les femmes dans le milieu de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est comme nous on le fait aujourd'hui. On a une commission qui est en place pour accompagner les femmes de cette manière. Donc, il est bon pour chacun de nous de le faire dans notre propre contexte, dans notre propre espace. Parce que on ne pourra jamais engendrer ces championnes si on ne s'y prend pas de cette manière. Un autre point que je voudrais partager en termes de comment y parvenir, c'est il y a quelques années de cela, je me rappelle, on avait la soirée de remise des prix de Dangote Cement et le meilleur distributeur a reçu, s'est vu décerner un prix et le lauréat principal, c'était une femme. Et tout le monde était choqué. Comment est-ce qu'une femme peut être la première distributrice de ciment au Nigeria? Mais c'était le cas. Vous voyez? Et malheureusement, les gens n'ont pas compris, mais ça a été un facteur qui a changé la donne quant à la perception qu'il faut avoir quand il est question d'être peut-être distributeur de ciment de Dangote. Tu peux être une femme et y parvenir. Et aujourd'hui, il y a des femmes qui sont à la tête de plusieurs organisations. Il y a des femmes qui sont chefs de directoire. Et donc, ce n'est pas une question où il faut une solution miraculeuse, mais il s'agit que tout le monde fasse ce qu'il a à faire là où il se trouve et balaye devant chez lui pour qu'on puisse y parvenir. Alors, Dr. Owen, on voudrait vous éviter, mais bon, oui, rapidement. Il faut amplifier ce que nous faisons. Plusieurs femmes disent qu'elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez l'arrêter? Ne le faites pas pour vous-même. Nous devons créer un espace qui permette aux autres de nous toucher. Alors, donc, on aime bien être des femmes modèles pour les femmes. Voilà, donc je voudrais vous inviter à amplifier ce que vous faites. Soyez sur les réseaux sociaux. C'est important. Parce que moi, par exemple, dans mes actions, l'ingénierie domine chacune de mes actions et j'essaye d'amplifier ma voix pour que cela puisse passer un peu partout. Soyez sur ces réseaux sociaux, LinkedIn et sur tout autre réseau social qui est approprié pour qu'on puisse servir de modèle à pas mal de femmes. Monsieur Mokondi, vraiment, je vais devoir diviser
de 30 en 15 secondes. Il s'agit plutôt de la voix des jeunes. Vous savez, bien souvent, on parle de la jeunesse, malheureusement, elle n'est pas dans la salle. Comment on peut veiller à ce que pour chaque fois que nous planifions quelque chose à leur égard, on puisse l'associer de façon effective? C'est voilà ce qu'il faut faire. Merci. Alors, docteur Amy, juste un point rapide que je vais dire au coup de vent. Je crois que c'est bon de prendre cette question en compte dans le monde de la travail pour que les gens puissent se prononcer sur cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut aussi tenir des discussions où les femmes sont mises au cœur des choses. Et cela doit transparaître dans nos politiques qui visent à relever les défis. Par exemple, si ils disent, par exemple, comment faire face à la ménopause en milieu de travail. Ça, c'est une question importante. Et parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées à cela. Donc, en s'attaquant à ces sujets, il nous faut bien énoncer des indicateurs de performance clés et comment faire en sorte qu'on puisse énoncer aussi des politiques qui soient, bien sûr, éclairées par ces facteurs. Il faut pouvoir célébrer les femmes à succès, faire connaître leur histoire. Et pour moi, l'une des choses que j'ai pu tirer de là, c'est qu'on doit recourir au partenariat entre les entreprises, de sorte à ce qu'on ne soit pas focalisé seulement sur les succès glanés par notre entreprise, mais il sait être ouvert au cas de réussite et de succès de Dangote ou toute autre entreprise qui intervient dans ce domaine. Donc si on ne le comprend pas bien, il faut chercher à comprendre le pourquoi on n'y parvient pas. Voilà. Je pense que c'est sûr qu'on ne pourra pas atteindre les 100% en tout moment, mais c'est toujours bon de laisser sa lumière briller et laisser cette lumière rester toujours attisée. Merci. Voilà, Diane, dernier propos. Je suis tout à fait... je fais chorus avec ce qu'il a dit d'ailleurs. Et nous, au niveau de la banque, nous avons mis en place un comité sur l'égalité du genre. On a aussi un comité sur, par exemple, les liquidités, les risques, mais malheureusement, il n'y en avait pas pour l'égalité du genre. Donc, je me dis, si vous créez le bon système, vous pourrez avoir aussi un bon système de reddition de compte ou de responsabilisation. Donc, je me dis, s'il est en place, les gens me tiennent responsable de ce que je fais, tout comme moi aussi, je les tiens responsable de ce qu'ils leur incombent comme responsabilité. Ensuite, on a un programme piloté par le gouvernement du Rwanda et aussi une autre structure appelée IMBP qui travaille dans ce sens. Ça permet d'avoir une bonne compréhension des choses. Et les gens ne croyaient pas qu'une femme CEO pouvait faire l'objet de beaucoup de harcèlement sexuel et tout ça. Ça a été très difficile, très embarrassant pour moi d'être confronté à ces réalités que je ne connaissais pas quand j'étais encore dans mon coin, dans mes 4 murs, dans mon bureau. Et donc, je me dis, aujourd'hui, il faut mettre en place des systèmes bien ciblés pour pouvoir s'attaquer à ces enjeux lorsqu'on parle de parité de genre. Merci infiniment. Et voilà, ceci nous mène au terme de ce panel et ça a été un grand plaisir pour moi de partager ce panel avec vous. Je voudrais donc vous inviter à tous regagner vos places. Merci infiniment pour vos contributions. De 300 à 3000. Et si les champions de demain étaient des femmes africaines? Vraiment, j'espère que nous avons tous apprécié cette session. Et alors que nous faisons notre pied à terre, je voudrais clore avec une experte qui va venir nous donner sa touche d'un point de vue d'expert sur le sujet. Voilà, accueillons ensemble Madame Zamia Murzeki, qui est CEO de l'autorité financière de Casablanca, qui est une femme qui travaille activement au niveau de Jeune Afrique. Good morning. Merci Deborah. Bonjour mesdames et messieurs. Au nom des femmes qui travaillent, qui œuvrent pour les changements dans les différents réseaux, je voudrais féliciter et remercier les panélistes pour les discussions assez productives et leur expérience. Je voudrais également saisir cette opportunité pour dire quelques mots concernant notre réseau panafricain qui émane de l'Africa CEO Forum qui est né il y a 6 ans. Et il y a plus de 1000 femmes leaders
sur le continent. J'ai eu l'opportunité, l'occasion de rencontrer beaucoup de femmes dans ce cadre et j'ai pu vous dire que ce sont des véritables boosters. Ce sont des femmes africaines qui débordent d'énergie, comme vous avez pu le voir dans le cadre du panel, et elles veulent également façonner la nouvelle image de l'Afrique, l'Afrique que nous voulons. Et Delphine, au nom de la structure, je voudrais vous remercier pour le travail abattu et également les mots qui inspirent. Je peux voir Daniel ici. Daniel était là au début de la création de ce réseau de femmes qui travaillent, qui œuvrent pour les changements. Votre présence a toujours été discrète, mais très puissante à la fois. Je voudrais que vous acclamiez Daniel. Coralie, merci pour le travail abattu à travers le continent. Allez-y, continuez sur cette lancée. Aujourd'hui, nous avons appris différents outils dans les différentes entreprises afin d'appuyer les entreprises qui sont dirigées par les femmes entrepreneurs et ainsi de suite. Nous, au niveau de WAIFC, nous avons un outil et il s'agit de la question du genre. Et l'objectif, c'est d'améliorer la représentation des femmes à tous les niveaux des entreprises, également mobiliser les CEO, bien sûr, pour joindre ma voix à Jérémy et autres. La diversité doit être une priorité des CEO et cela doit être poursuivi sans relâche. Et vous verrez, on peut faire mieux, bien sûr. Et notre approche doit être multidimensionnelle. Ce que nous faisons sur le terrain, c'est qu'en fait, il s'agit d'un réseau qui représente officiellement notre structure WFC au Maroc. Nous luttons contre les préjugés basés sur le genre. Nous avons lancé une campagne qui porte sur l'égalité. Il s'agit de vidéos où nous présentons différentes situations de préjugés basés sur le genre. Et ce sont des vidéos assez drôles, mais qui touchent des questions sérieuses. Et il s'agit non seulement du milieu professionnel, mais également de la société civile. Nous avons reçu beaucoup de commentaires, certains négatifs, bien sûr, mais vous savez, cela ne pose pas de problème. Le plus important, c'est que c'est la preuve que nous faisons. Nous avons un impact sur le terrain. Nous avons des actions de sponsorisation, pardon. Et je crois fermement que nous, en tant que femmes leaders, nous avons pu réussir dans une certaine mesure, donner la main aux femmes qui avaient besoin d'être situées et d'être aidées, appuyées. Et surtout les populations les moins privilégiées. Et c'est ce que nous faisons au Maroc et cela est encouragé par Daniel notamment. Sur ce, j'espère qu'ensemble, nous allons réussir à faire en sorte que la diversité du genre soit l'un des moteurs pour la transformation de l'Afrique. Je vous remercie. On va l'acclamer encore une fois. Lamia Mezeki est la présidente du réseau, l'Alliance mondiale des femmes financières internationaux. Mesdames et messieurs, les belles choses ont une fin. Merci pour votre présence à ce panel de 303 000. Et si les champions africains de demain étaient des femmes, merci à vous encore une fois et à bientôt.